Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois, toujours dans le module d'infectiologie. Cette fois-là, le cours de la rage et le cours de Dr Zoe. Les liens toujours sont disponibles dans la description. Et on commence notre cours là. C'est une infection virale, mais mortelle, comme on va voir par suite. Maintenant, les objectifs de ce cours, c'est de décrire les circonstances évocatrices de la rage et savoir décrire la conduite à tenir en face une morsure ou bien une griffure ou blessure d'animal. Qu'est-ce que vous allez faire devant ces cas-là? Ça, ce sont les buts du cours de la rage, notre cours aujourd'hui. Le plan de ce cours contient l'introduction, la virologie de l'agent pathogène, leur épidémiologie, son pouvoir pathogène, bien sûr la clinique et son évolution, et on termine par le diagnostic et le traitement. Donc la rage tue encore, elle reste un tueur, même en Algérie. Pour ça, on commence par une introduction. La rage, c'est une encéphalomyélopathie. Donc c'est une encéphalomyélite aiguë. Donc c'est une encéphalite plus une myélite de la moelle. Donc c'est une encéphalomyélite aiguë des mammifères, y compris l'homme, dû à un virus qui est transmis par une morsure. Donc là, la transmission n'est pas aérique. Là, c'est la transmission est par morsure des animaux. Notez bien que la rage touche tous les animaux à sang chaud. Tous les mammifères à sang chaud peuvent être contaminés par la rage. Et la rage, notez ça bien, une fois qu'elle est déclarée, l'évolution, elle est mortelle. Malheureusement, il n'existe pas un traitement de la rage lorsqu'elle est déclarée. Donc, seul moyen de traitement, c'est les moyens thérapeutiques avant que la rage s'installe. Une fois que la rage est installée, là, c'est la mort pendant 48 heures à 72 heures. Donc, malheureusement, une rage qui est déclarée veut dire un patient qui est mort. Donc, retenez cette notion-là. Concernant la virologie de cet agent pathogène, c'est un rhabdovirus. Donc, il appartient de la famille des rhabdovirus. Le genre, c'est l'issavirus. C'est un virus neurotrope à ARN. Donc, neurotrope, il a une affinité neuronale. Donc, il va disséminer par les voies nerveuses rétrogrades jusqu'à arriver au système nerveux central pour donner les manifestations cliniques. Une fois la rage elle est déclarée, malheureusement, c'est la mort. Ce virus, il est stable entre un pH de 5 à 10. Leur sensibilité, il est inactivé par les solvants des lipides, diéthyléther et le chloroforme à 0,1%. Donc, il est sensible, il est inactivé par les solvants des lipides, diéthyléther et le chloroforme. Aussi, il est inactivé par la température à 60 degrés pendant 35 secondes. Donc, c'était brièvement la virologie du rhabdovirus, le virus de la rage, le virus mortel. J'espère que c'est clair. Maintenant, l'épidémiologie. On voit que 95% de la rage est le réservoir là, c'est le chien, c'est les animaux, et 5% qui restent, ce sont les autres animaux mammifères, n'importe quel mammifère. Le chat, le singe, même la chauve-souris, tous ces mammifères-là peuvent être un réservoir de la chaîne. Et bien sûr, en Algérie, c'est le chien, c'est le réservoir 95%. Donc, le réservoir pour la rage citadine, le chien est le vecteur, surtout dans les pays en voie de développement. Là, le chien est le réservoir de la rage. Il existe une rage sylvatique ou bien sauvage. Cette rage existe en Europe de l'Ouest. Là, le réservoir est le renard dans la rage sylvatique. Ou bien le loup dans Iran et Afghanistan. Donc là, c'est la rage sylvatique. C'est la rage sauvage.
Là, le réservoir, c'est le renard et le loup. Et on a une rage chiroptère qui se trouve au niveau de l'Amérique centrale et du Sud. Chiroptère, là où le réservoir est la chauve-souris. Mais en Algérie, le réservoir, c'est bien sûr le chien. Le réservoir et le chien dans les pays en voie de développement, inclus l'Algérie, à 95%, c'est le chien qui est le réservoir. Maintenant, la fréquence. Il existe 60 000 cas de décès dans le monde, ce qui est équivalent à un décès tous les 10 minutes par la rage. Donc, ça, ce sont des chiffres énormes. Vous voyez, un décès tous les 10 minutes, la rage, c'est un tueur majeur. Maintenant, 15 millions à recevoir le traitement anti-rabique, heureusement. Et en Algérie, chaque année, 900 cas de rage animale en moyenne sont déclarés et près de 120 000 personnes sont exposées au risque rabique et il est déploré entre 20 et 15 cas de rage humaine clinique. Donc vous voyez, l'Algérie aussi, elle est atteinte par le rhabdovirus, le virus de la rage. Comme on a dit, la rage encore tue en Algérie. Là, c'est la répartition géographique. Vous voyez l'étendue de la rage. Les pays qui sont en rouge sont des pays atteints de rage. Là aussi, la dissémination, vous voyez la répartition des pays selon la présence de rage en 2008, là en 2015, et là sont des cas déclarés en Algérie. Et vous voyez les décès. On a un total de 397 décès durant les années 1992 au 2007. Maintenant, on va parler de la transmission du virus de la rage. Le virus de la rage est transmis par, bien sûr, la morsure des chiens, la morsure par les animaux infectés. C'est pas juste les chiens. La griffure, ou bien l'excoriation cutanée, ou le léchage d'une plaie ouverte, ou une muqueuse saine, buccale, nasale ou oculaire. C'est pas seulement la morsure. La griffure et le léchage sur une plaie ou bien sur les muqueuses. Si vous vous rappelez, au cours du virus, on a dit que le virus ne peut jamais traverser la peau saine. Donc le virus va pénétrer soit des muqueuses, si c'est le cas de léchage, ou bien sur des plaies par morsure, ou bien le léchage de ces plaies-là. Et c'est par là, c'est c'est la porte d'entrée de ce virus et qui va se disséminer par voie neurogène parce qu'il est neurotrope et il va donner les manifestations cliniques par suite. Donc, notez bien, le chien, il est infectant 7 jours avant l'apparition de la symptomatologie de la rage. Donc, on ne peut pas savoir si le chien mordeur, est-ce qu'il est infecté du virus de rage ou non. C'est pour cela on doit le garder en surveillance comme on va voir dans le protocole devant une morsure de chien errant. Ça, c'était la transmission de virus. Maintenant, le pouvoir pathogène. Le virus se fixe sur le système nerveux des animaux enragés, où il passe dans leur milieu buccal. C'est la salive qui devient infectante. Donc, la salive des animaux enragés, elle est infectante, elle est riche en virus qui a disséminé du système nerveux vers les milieux buccaux et la salive. Ce qui explique la transmission par le léchage ou bien les morsures par des plaies ou bien les muqueuses comme on a dit précédemment. Là, c'est un schéma récapitulatif. Vous voyez là, ce chien-là était mordu par un autre animal
vous voyez que la dissémination du virus a pris du temps jusqu'à arriver au niveau du système nerveux central. Après une incubation, vous voyez là, une incubation suivie par la dissémination neurogène, c'est rétrograde vers le système nerveux central, où après ça, le chien va devenir enragé et on a traversé ou bien le déplacement du virus vers les glandes salivaires et c'est ça, les salives vont être contaminantes et contagieuses. Donc, l'incubation, vous voyez, elle est silencieuse entre 1 mois ou 2 mois. La salive est contaminante pendant maximum 14 jours. Après ça, c'est l'apparition des signes cliniques. Et malheureusement, une fois la rage est installée là, vous voyez que c'est la mort. Donc, les phases sont la morsure contaminante avec une multiplication locale du virus au niveau du lieu de morsure. Deuxièmement, l'infection, on dit qu'elle est centripète vers les neurones du cerveau. Donc, rétrograde, centripète vers le cerveau. Après ça, la deuxième infection qui est en bleu, c'est une infection centrifuge. Fuge veut dire sortir ou bien éloigner du système nerveux central vers les glandes salivaires et le sujet devient excréteur du virus et le cycle va continuer à chaque morsure ou griffure. Donc, c'était la pathogénie ou bien la physiopathologie de l'infection virale à rhabdovirus, le virus de la rage. Une fois qu'elle est déclarée, malheureusement, elle est mortelle. Donc, chez l'homme mordu, après une courte phase de virémie, le virus monte le long des nerfs périphériques jusqu'au centre nerveux, puis il gagne de nouveau les neurones périphériques. Ça, c'était le cycle en homme. Ça, c'est un schéma illustratif. Là, on voit ici, c'est le point du non-retour. Ce que signifie là ce point du non-retour? Vous voyez là, c'est la porte d'entrée, c'est l'incubation, c'est la multiplication au niveau du muscle des lieux, du morsure, une diffusion ascendante. Une fois que le virus prend le chemin vers le système nerveux central, là, on peut rien faire. Une fois que le virus est neurotrope ou bien neurogène, ou bien il est en train de disséminer par les voies nerveuses centrales, là on peut rien faire. C'est la phase ou bien le point de non-retour. Donc la thérapeutique peut être mettre en évidence dans ce cas-là où la place de la sérovaccination en urgence. Après une morsure, on ne doit pas attendre l'incubation ou bien la multiplication loco-régionale du virus. Une fois que la morsure est survenue, là, c'est la place de la sérovaccination en urgence pour éviter ce point de non-retour. C'est là où le virus est centripète, diffusion centripète vers le système nerveux central. Il va traverser la barrière hémato-encéphalique et il va donner la encéphalomyélite qui est mortelle par suite. Donc, la morsure par un animal errant ou bien un animal enragé, c'est une urgence à la sérovaccination, comme on va voir prochainement. Donc, c'est un petit schéma récapitulatif qui montre le cycle ou bien les phases d'infection virale à rhabdovirus. Ça, c'est le point du non-retour. Lorsqu'on voit les signes cliniques chez un patient, malheureusement, la rage, elle est mortelle. Il n'existe pas un traitement après ce point de non-retour. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va passer à la clinique. Chez l'homme, c'est surtout les enfants et les garçons qui vont être mordus par les chiens parce que sont de petite taille. Le chien va attaquer ces enfants malheureusement et la morsure va infecter ces enfants-là par le rhabdovirus. Donc, la clinique passe par premièrement une phase d'incubation. Elle est silencieuse en moyenne de 42 jours. Et parfois, l'incubation va prendre jusqu'aux 2 ans. Donc, la période d'incubation,
il n'y a rien. C'est une phase silencieuse, c'est une phase négligée par le patient. Après une mordure, il fait rien, il dit que ça va, j'ai rien, mais c'est une phase silencieuse, c'est une incubation de 40 jours, elle peut durer même jusqu'aux 2 ans, mais après ça, c'est la phase d'état qui est inévitable, qui est mortelle. Malheureusement, c'est le point du non-retour. Donc, cette longue incubation peut être mise au profit d'une sérovaccination capable d'induire une immunisation avant que la maladie ne se déclare. Donc, je répète, une fois la rage, elle est déclarée, elle est mortelle. Donc, le lieu de la sérovaccination ou bien l'immunisation, c'est la période d'incubation. Donc, en urgence, après une mordure, c'est l'indication de la sérovaccination pour éviter la phase mortelle. Parfois, cette incubation, elle est courte, elle est inférieure à 7 jours. Pourquoi? En cas de morsure ou bien morsure qui est grave, profonde, ou bien au niveau des zones qui sont richement innervées. Là, on est en train de parler de la tête et des extrémités supérieures, c'est au niveau de la main. Donc, gardez ça en tête, c'est une question fréquente. Le virus de la rage est neurotrope. La tête, le cou, les extrémités du membre supérieur, c'est la main. Ils sont des régions très innervées, riches en nerfs. Donc la morsure au niveau du cou ou bien de la main, même si elle est de petite taille ou bien n'est pas trop profonde, là c'est une urgence assez grave. Là l'incubation va être courte. Pourquoi? Parce que le trajet est très court au système nerveux central et c'est très riche en nerfs ou bien en faisceau nerveux. Là, la dissémination du virus va être rapide et la migration centripète va s'installer à moins de 7 jours. Et dans ce cas-là, on ne peut rien faire malheureusement pour le patient. Donc, une morsure et griffure, c'est grave. Lorsqu'elle est profonde ou bien de grande taille, là, c'est plus grave. Lorsqu'elle touche des zones qui sont richement innervées, la tête et la main, là, c'est une urgence extrême. Le patient peut déclarer la rage pendant moins de 7 jours. Deuxièmement, la période prodromique. Elle est brève, entre 2 à 10 jours. Le début brutal, elle se manifeste par des douleurs, des paresthésies, brûlures, un froid, un engourdissement ou bien un fourmillement au niveau de la zone mordue, parfois un prurite. Avec atteinte de l'état général, la fièvre qui est inconstante de 38 à 39 degrés, l'asthénie, un malaise, signes respiratoires, ce sont des toux et des dyspnées, des signes digestifs, anorexie, nausées, vomissements, parfois des diarrhées, et les signes neurologiques, c'est grave. Ça, ce sont des céphalées, des vertiges, l'anxiété, la tristesse sans raison et les cauchemars. Donc, ça, c'est la période prodromique. Elle a un début brutal. La manifestation clinique, elle est brutale, elle est fruste, elle est claire et nette. Là, on va attendre l'aggravation ou bien c'est la phase prodromique comme leur nom indique. Elle prodrome, elle précède la phase d'état qui est indiquée là. C'est le tableau d'encéphalomyélite progressive aiguë. Il y a deux formes, une forme spastique, une forme paralytique. Je répète, une fois qu'on est dans la phase d'état, là, l'évolution, elle est fatale. On ne peut rien faire pour le patient. Soit dans la forme spastique, soit dans la forme paralytique, ou bien exceptionnellement la forme démentielle. Le patient va exercer une phase de démence ou bien une situation de démence. Là, la rage, elle est déclarée, la rage, elle est mortelle. On peut rien faire pour le patient, malheureusement. Maintenant, on va détailler la clinique. Premièrement, la forme spastique, elle est appelée aussi la rage furieuse. C'est 70% des cas. Elle se manifeste par un trouble de comportement, une hyperactivité, des hallucinations et ce qu'il note bien, c'est l'hydrophobie. L'hydrophobie, c'est d'avoir peur de voir ou bien d'entendre le son ou bien de boire de l'eau. C'est bizarre, mais
c'est la manifestation pendant la rage. On va notifier ou bien on va voir une hydrophobie. Hydro, c'est de l'eau, phobie, c'est de la peur. Elle est déclenchée par la tentative de boire. Alors le patient ne peut pas boire de l'eau. Ou bien même un stimulus sensoriel, soit tactile par l'eau, soit pas auditif, soit oculaire. Le patient ne peut pas ni boire, ni voir, ni entendre le son de l'eau. Tout ça va provoquer un spasme chez le patient. C'est ce qu'on appelle l'hydrophobie. Malheureusement, à ce stade, la rage est installée. Le patient est condamné à mort pendant 2 à 3 jours maximum. Ces patients-là, qui sont agités et fébriles à 40 ou bien 41 degrés, ont très soif. Mais la déglutition et la vue de l'eau ou bien le bruit de robinet vont donner un spasme oropharyngé très douloureux, bloquant la respiration. Donc, ces patients-là vont favoriser d'être, d'avoir de la soif que d'avoir boire de l'eau avec un spasme oropharyngé qui est très douloureux, qui est déclenché soit par la stimuli auditif, visuel et même la tentative de boire. Malheureusement, c'est l'hydrophobie, c'est le stade irréversible de la rage. Maintenant, cette hydrophobie peut s'accompagner d'aérophobie, une dysphagie et salivation abondante. Une aérophobie, un petit sifflement au niveau cutané du patient va lui-même stimuler de ce spasme oropharyngé qui est très douloureux. Maintenant, cette hydrophobie et l'aérophobie sont mises en évidence par la présentation, comme on a dit, d'un verre d'eau ou bien un souffle d'air au niveau du visage. Tout ça va provoquer de l'agitation, du spasme, de la douleur, de la peur, de l'agitation du patient. C'est l'hydrophobie et l'aérophobie, le stade définitif de la rage. Des périodes d'agitation ou d'obnubilation alternent avec des périodes de normalité. Cette phase aiguë dure 2 à 7 jours, puis le coma et la mort par malheureusement la paralysie cardiovasculaire au bout d'une semaine. Donc, après l'hydrophobie et l'aérophobie, le patient est condamné malheureusement à la mort par la paralysie cardio-respiratoire. C'était la première forme, la forme spastique. Maintenant, la deuxième forme, la forme paralytique, c'est la rage muette. Elle représente 30% des cas. Elle débute par des douleurs du membre supérieur et de la région lombaire, suivie par une paralysie flasque des membres inférieurs progressivement ascendante, avec une atteinte du tronc cérébral qui s'accompagne de troubles sphinctériens, une atteinte bulbaire qui s'explique par l'atteinte des paires crâniens. Le malade va mourir dans le tableau de défaillance respiratoire. Donc les deux formes sont mortelles, quel que soit spastique ou paralytique. Le patient va malheureusement mourir soit par arrêt cardio-respiratoire ou bien par défaillance respiratoire dans la forme paralytique. Et malheureusement, on ne peut rien faire une fois que la rage est déclarée. Concernant l'évolution, le décès est imminent en pendant 7 jours. Notez bien, la rage, elle est mortelle dans 100% des cas. Pas 90%, pas 99%. La rage, elle est mortelle dans 100% des cas une fois qu'elle est déclarée. Et il n'existe pas malheureusement de traitement efficace une fois que la rage est déclarée. Ça, c'est malheureux. On ne peut rien faire aux patients une fois que la rage elle est déclarée, soit par la forme spastique ou la forme paralytique. Elle est mortelle malheureusement à 100%. Ça, c'était la moitié de ce cours-là. Dans la prochaine moitié, on va voir le diagnostic et le traitement. J'espère que la vidéo était claire. J'espère que la vidéo était bénéfique. N'oublie pas d'abonner et de laisser vos commentaires.
Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, et merci pour votre attention.